Pour le traitement des données de gravimétrie, j'ai étudié l'anomalie de Bouguer. Des levées gravimétriques ponctuelles corrigées de terrain nous ont été fournies par le Bureau de gravimétrie international. Je les ai interpolées pour en obtenir une grille d'image raster. Je rappelle que l'anomalie de Bouguer peut être décomposée en anomalies régionales et en anomalies résiduelles. Et on utilise principalement la composante résiduelle pour la cartographie géologique. Et il est encore possible de décomposer cette anomalie résiduelle en une composante horizontale et une composante verticale. Attendu que la composante horizontale s'obtient sur une direction géographique choisie, et comme nous avons vu précédemment que le sud de Madagascar est dominé de structures nord-sud, j'ai ainsi choisi de cartographier la composante horizontale de direction est-ouest. C'est ce que nous observons actuellement ici sur la figure. Sur cette image, qu'est-ce qu'on identifie? La dominance de structures nord-sud compatibles avec les grandes zones de cisaillement ductile, représentées ici par les fortes valeurs d'anomalie. On identifie également la limite est des massifs sénitiques et granitiques de Landinch, que j'ai marqué par le trétis continu jaune, et on observe aussi des linéaments de second degré qui sont des lignes de discontinuité et qui seraient des lignes de fracture. Puis j'ai étudié les grilles de valeurs de spectrométrie gamma des éléments uranium, thorium et potassium des données aéroportées. Voici par exemple la grille de thorium où j'ai extrait uniquement les valeurs sur le socle. Les sédiments sont représentés ici en blanc, ainsi que le volcanisme. En premier degré sur cette image, on identifie clairement deux ensembles. Des domaines à faible valeur, tous ceux qui sont en bleu, et des domaines de forte valeur en rouge et marron. Les ensembles bleus s'identifient assez nettement à des ensembles géologiques connus, comme l'unité de Voïbourg au sud-ouest, les massifs granitiques de l'Anjouï au sud-est, ainsi qu'à tout l'ensemble granitique et sénitique de l'Est. Et dans les domaines où le signal est fort, on observe que les maximums des signaux se concentrent au niveau des zones de cisaillement. Exemple, on voit clairement la concentration du thorium dans la zone de cisaillement de Beraket que j'ai marqué ici en trait noir discontinu. Pour discuter de la nature du signal de thorium, j'ai effectué une étude plus précise au niveau de la région d'Iouchi. La figure de gauche est une vue rapprochée sur la ville de Iouchi, de la même carte de thorium du diapo précédent, mais seulement la légende est différente. Les différents points d'échantillonnage sont également définis sur cette carte. À droite, on observe la carte géologique correspondante. C'est une carte extraite des résultats que nous verrons en détail plus loin. Sur cette carte, j'ai coloré en rose l'orthogneiss peu alumineux et en bleu les métasédiments plus alumineux. On remarque qu'il existe des variations de teneur liées aux variations de lithologie. Par exemple, les latérites et les bassins sableux, qui sont en blanc à droite, sont à déficit de thorium. Les métasédiments alumineux en bleu sont plus riches en thorium. Mais on observe également que pour une même lithologie, c'est-à-dire au sein de l'orthogneiss, exemple de la zone dans le cadre noir, on observe au niveau de la zone de cisaillement une variation latérale du thorium. Cette variation est soulignée par des anomalies linéaires. L'analyse chimique des échantillons montre des variations du teneur en thorium de 0 à 40 ppm. Les indices miniers cartographiés sur la carte géologique 100 millième montrent également sur le même site la présence en gisement exploitable de xénotime et uranothorianite. Ainsi, dans ces orthogneiss peu alumineux, on identifie que c'est la présence de monazite, de xénotime et d'uranothorianite qui contrôle le signal du thorium. En effet, voici la photo d'une lame de gneiss peu alumineux en lumière polarisée non analysée. À droite, une vue rapprochée. C'est un échantillon prélevé au niveau d'une zone à forte valeur de thorium au niveau d'une zone de cisaillement. On identifie dans cette lame des grenats, des biotites et quelques magnétites, mais aussi beaucoup de monazite de taille millimétrique. De plus,
par son caractère incompatible, le thorium serait un marqueur cartographique de la position des magmas. Et comme les variations de thorium se font pour une lithologie comparable, c'est-à-dire l'orthogoneste peu lumineux, on peut alors dire que leur concentration serait un indicateur potentiel de la fusion. C'est-à-dire qu'au sein du fond quartzo-feldspatique, dans la zone de cisaillement, l'augmentation de la teneur en thorium localisée au niveau de la zone de cisaillement soulignerait la concentration des magmas. En un mot, je dirais que les zones de cisaillement localisent la fusion. Cependant, attention, au sein des métasédiments, la teneur en thorium élevée serait un caractère hérité, car ce sont des zones moins fondues. Dans l'optique d'une cartographie géologique, une autre façon d'utiliser les données de spectrométrie gamma aéroportée est de représenter en image ternaire les trois bandes thorium, potassium et uranium. Ceci en mode cyan, magenta, yellow, non pas red, green, blue, RGB, mais donc CMY. J'ai réalisé cette combinaison et j'ai amélioré l'image par une simple rééchantillonnage. Et voici le résultat. En effet, sur cette image, on identifie des ensembles lithologiques. Typiquement, on voit ici les latérites en vert. On voit vraisemblablement un ensemble rouge à l'est de la zone de cisaillement d'Ampani et on identifie les anorthosites. On peut cartographier les granites anoussiens du sud-est qui semblent être en continu vers l'est. Et je note que certains de ces ensembles sont compatibles avec les limites des domaines identifiés à partir des images satellites, comme les ensembles syénitiques. Alors, j'ai voulu aller plus loin sur les classifications, c'est-à-dire essayer de détacher automatiquement des ensembles lithologiques de l'image ternaire rééchantillonnée. J'ai alors à nouveau rééchantillonné l'image en 10 classes, comme on le voit sur cette figure de droite. Et toujours est-il qu'on ne voit pas de limite nette. Les ensembles importants identifiés sont plus ou moins allongés de direction nord-sud et ils se prolongent de part et d'autre de la structure de Ramsar. On peut estimer sur cette figure que le déplacement sénestre de la déflexion nord 157 degrés serait de l'ordre de 100 km. J'ai étudié en détail la région d'Ampani, la figure de droite. C'est un domaine particulier où il y a des variations d'âge, de lithologie et de métamorphisme. Cependant, on ne met toujours pas en évidence des limites nettes entre les ensembles lithologiques. L'ensemble bleu est toujours partout, avec une zone de mélange, avec du rouge à l'ouest et avec du vert à l'est. Le jaune étant visible sur les deux zones de mélange. Rappelons-le que comme nous observons sur cette coupe simplifiée de Cardon 2009, nous travaillons ici dans un système de déformation ductile de taille kilométrique. Et ce lieu présente à la fois des mouvements de matière horizontaux et verticaux. Ainsi, la mise en place des roches magmatiques et des circulations de fluides peuvent changer localement la lithologie. Maintenant, nous allons voir comment j'ai analysé les données aéromagnétiques. C'est le champ magnétique total B, corrigé des effets diurnes, qui nous a été fourni, c'est-à-dire l'image du milieu. J'ai calculé le champ géomagnétique à partir du logiciel Oasis Montage en précisant la date et les latitudes, que j'ai représenté ici sur la figure de droite. La carte du champ magnétique résiduel s'obtient ainsi par simple soustraction du champ magnétique terrestre, ou champ géomagnétique, au champ magnétique total. La figure de gauche représente ainsi cette carte de champ magnétique résiduel utile en cartographie géologique. Je note que toutes les transformations ont été réalisées avec le logiciel Oasis Montage. Et si on va maintenant discuter ce champ magnétique résiduel, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur cette image, on identifie principalement les zones de cisaillement. Les zones de cisaillement sont associées principalement aux anomalies les plus fortes, excepté les zones de cisaillement de Beraket, qui présentent une anomalie négative en bleu. En effet, le profil de coupe au niveau de cette zone de cisaillement, représenté ici par les figures de droite, présente ce constat. Pour comprendre ce qui peut contrôler le signal, nous avons regardé les échantillons, et comme le montre cette lame, on observe une concentration de graphite et des calcites, avec plus de 1% d'oxyne.
Je rappelle que la valeur de la susceptibilité magnétique de ces minéraux, c'est-à-dire les graphites et les calcites, est très négative. Ainsi, c'est compatible avec la couleur bleue de l'anomalie au sein de la zone de cisaillement. Et de même, pour comprendre le signal très positif au niveau des autres zones de cisaillement, nous avons observé quelques échantillons. Et on remarque que ce sont les oxydes qui contrôlent le signal. Au sein des lames minces, ces oxydes présentent des pourcentages modals allant jusqu'à 18%. Je rappelle que les magnétites peuvent avoir une susceptibilité allant jusqu'à 2 500 000 SI. Toujours dans le cadre des traitements des données aéromagnétiques, concernant les dikes, sur un exemple précis, dans une région au nord de la ville d'Iouche, j'ai extrait les valeurs de susceptibilité d'un dike de microgranit. À gauche, on a la carte du gradient vertical de la grille aéromagnétique. Ce gradient vertical est utilisé principalement pour la cartographie des dikes. À droite, en haut, j'ai extrait les dikes et il est même possible d'identifier les valeurs moyennes de la susceptibilité, comme nous l'observons sur la figure en bas à droite.